Pour la dernière rubrique de cette émission, Boulevard des opinions. Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bonsoir Saturnin Yossou. Bonsoir Virgile Avancé, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alphonse Moïsoudé. Bonsoir à vous Virgile Avancé, bonsoir à tous. Eh bien, le dialogue politique appelé par le chef de l'État n'est pas encore terminé, une entité de la société civile trouve qu'il y aura forcément un second round à jouer, un second dialogue à venir pour parfaire les choses. C'est à travers une opinion rendue publique aujourd'hui par le directeur Amnesty International Bénin en la personne de Fidèle Kikan. Fidèle Kikan qui est aujourd'hui notre invité pour parler encore une fois dialogue politique. Fidèle Kikan, bonsoir. Bonsoir Vigile, bonsoir Saturnin et bonsoir Alphonse. Second round qui inéluctablement devrait venir, dites-vous, est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne? Ce qui est sûr, il y a un pas qui a été fait déjà parce que les hommes qui nous ont conduits à ce que nous sommes en train de vivre ont décidé finalement de se regarder dans les yeux et de se respirer dans les narines, comme l'a dit quelqu'un en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Mais on voit que c'est partiel ce qui se fait, tant sur le diagnostic que sur les acteurs qui doivent se parler. Donc forcément, après ce petit pas de bébé, il va y avoir forcément un autre pas d'adulte. Est-ce que ce n'est pas là une protestation parce que la société civile n'est pas invitée à la table? Point du tout. Vous savez que depuis que la crise s'était annoncée, nous avions mis les acteurs en garde qu'il faudrait qu'ils se parlent entre eux. Mais pendant que nous les avertissions qu'il fallait qu'ils se parlent entre eux, ils n'ont pas voulu se parler entre eux. Ils ont amené la crise sur la place publique, avec les conséquences que cela a donné. Et c'est maintenant qu'ils ont décidé de parler. Mais ils ne sont plus entre eux, puisque entre-temps, les conséquences induites par la crise, notamment les conséquences sur le vécu du citoyen, donc sur les droits des citoyens, font qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui sont concernés désormais par la crise. En ce moment-là, décider de se retrouver entre eux, nous pensons, nous, acteurs de défense des droits humains, que cela aurait pu être amélioré, plus élargi, parce qu'ils n'ont plus le monopole de la crise. Mais tant mieux, c'est déjà bien qu'ils commencent à s'asseoir, mais nous pensons qu'il va y avoir un deuxième et peut-être même un troisième round, parce que tout le monde est désormais concerné par ce qui s'est passé. Nous les avons laissés, pour finir sur votre question, nous les avons laissés il y a quelques mois, où ils ont discuté entre eux. On n'était pas là quand ils ont voté les lois qu'ils ont trouvées inapplicables aujourd'hui. Ils ne nous ont pas écoutés en ce moment, qu'ils votaient ces lois qui sont jugées inapplicables par eux-mêmes aujourd'hui. Mais je pense que vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre propre turlupitude. Ne serait-ce qu'en statut d'observateur, ils auraient pu avoir, le génie d'inviter d'autres acteurs autour, ne serait-ce que pour leur apporter une voie alternative. Ce qui est sûr, ce qui est en train d'être fait est déjà bien, mais si on continue sur cette lancée, on sera obligé fatalement de se retrouver encore dans la même situation, presque, à se dire, il y a des aspects qui sont inapplicables parce que vous ne pouvez pas, je me répète une fois, vous prévaloir de votre propre turlupitude. Vous avez cité des textes de loi qui auraient pu être pris en compte également au cours de cette assise-là. On va revenir en détail sur des choses oui, parce qui ont que été nous oubliées. Pensons que l'objet et le diagnostic qui a été fait pour pouvoir se retrouver, c'est un diagnostic partiel. Parce que taxer la crise actuelle de politique et de politicienne, à notre avis, c'est complètement biaisé le diagnostic et donc forcément le traitement sera à côté. La crise actuelle n'est pas une crise politique ou n'est pas que une crise politique. Elle a des racines profondément ancrées dans le social et ensuite exacerbées par les lois liberticides et d'autres lois qui ont été prises en temps. Ne pas voir de façon aussi holistique ce qui se passe nous prédestine malheureusement à d'autres instabilités qu'il faudra prévenir. Mais quelques acteurs politiques que j'ai approchés en temps m'ont rassuré que le 4e point à l'ordre du jour, c'est-à-dire les conditions d'apaisement, devraient pouvoir réunir tout ça. Si c'est cela, c'est tant mieux. Mais mettre ces questions aussi prépondérantes et fondamentales dans un fourre-tout, c'est aussi, disons, à notre avis, une sorte de malaise dans le diagnostic. On va en parler
en l'ONLH tout à l'heure. Alphonse Moïse Soudé, le directeur bénin de Amnesty International, est presque formel. C'est sûr, il y aura un troisième round de ce dialogue. Oui, mais quand vous suivez un peu ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux par rapport à l'intervention du professeur Topano qui dit nous sommes dans un pays où on ne doit exclure personne. Nous devons aller vers les autres. Dans quel cadre va-t-on aller vers les autres? Ce n'est pas dans le cadre informel. Ce qui est sûr, on est en train de tracer déjà la résurrection, le chemin de la résurrection de notre démocratie, mais il n'y a que certains acteurs majeurs de la crise ne sont pas là. Il faut les réunir dans un cadre. Et là, je suis d'accord avec eux parce que il ne s'agit pas de s'appesantir sur les conclusions et dire bon basta, on en finit. Non, il faut continuer. Au même moment où on est en train de faire le dialogue politique, il y a encore une autre conférence qui se passe quelque part ailleurs, qui va aussi pondre ses conclusions. Et là, on est obligé de se mettre ensemble désormais pour parler le même langage. Mais moi, je suis heureux que le débat ait suffisamment évolué. On sent aujourd'hui la nécessité qu'il faut remettre la balle à terre, qu'il faut, entre griffes, raser le Parlement qui est là. Et parce qu'un Parlement est représentatif de toutes les tendances qu'il y a dans le pays. Mais on a dit, et je suis d'accord avec ceux qui estiment qu'il faut déjà, parce que ça sera un grand pas si on reprenait les législatives. Le constat est là. Même ceux qui sont allés à ce dialogue, il y a des partis qui ne sont pas représentés, mais pourtant on a dit dans la Constitution que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Quand vous animez la vie politique... Il y a des partis qui ne sont pas représentés. Quel parti par exemple? Au niveau du Parlement, le PRD, par exemple, n'est pas représenté. Si je laisse les partis à qui on n'a pas donné le certificat de conformité, ceux qui ont le certificat et qui participent actuellement au dialogue, il n'y a que 2 qui sont représentés. Il n'y a que 2, alors qu'ils sont 9. Il n'y a que 2. Donc, il y a déjà un problème qui se pose. Même si on ne veut pas tenir compte de ceux qui ne sont pas arrivés, il y a au moins 9 partis politiques qui sont là, alors qu'il n'y a que 2. Donc, il y a injustice, il faut réparer ça. Et la seule façon de réparer, c'est de permettre à ceux-là d'être présents là où on doit discuter de politique. Ce n'est plus là. Ça ne devait pas être la chasse gardée d'une personne ou bien d'une tendance. Donc il faut permettre, c'est déjà une avancée pour moi que l'on ait reconnu qu'à un moment donné, il y a eu exclusion et que dans un pays, on ne peut pas construire le développement socio-économique d'une nation en excluant des gens. Le Bénin a besoin de tous ses fils. Je cite comme ça ce qu'on a dit. Donc, il faut aller vers les autres. C'est pas passer dans leur maison. C'est là que je suis d'accord qu'il faut une deuxième étape. Nos frères qui n'étaient pas là, nos amis qui n'étaient pas là, il faut qu'on les retrouve et qu'on trouve un terrain d'entente. Parce que même les conclusions qu'on aura demain, ce n'est pas évident que ceux qui n'étaient pas dans la salle acceptent intégralement tout ce qu'on va leur proposer. Donc, il faut ouvrir encore un débat et améliorer. Donc, je crois que c'est nécessaire. Le chef de l'État c'est qu'il doit jouer ce rôle si vraiment on veut parler d'apaisement. Il y a un certain nombre de conditions posées et là les gens vont se pencher pour que désormais qu'on cesse de parler politique, qu'on passe à l'étape de développement. Saturne Diosson. Je m'interrogeais comme beaucoup de citoyens et comme Fidel Kinkan dans nos studios sur cette méthode que le président de la République a voulu pour résoudre le problème qui s'est posé à nous. Chacun essaie de voir la chose de sa position. Pour les citoyens qui pensent que ce qu'il faudra faire pour amener la paix dans la société, ce n'est pas que retoucher au code électoral ou retoucher à la charte des partis politiques. Je l'ai dit moi personnellement dans ces studios que je pense que même si en l'état on avait respecté le code électoral et la charte des partis politiques, on n'aurait pas connu les événements que nous avons connus, que ce soit de façon les événements pré-électoraux et post-électoraux. C'est parce qu'il y a une inobservance de ces textes qui existent qu'il y a eu tout ça à dégénérer. S'il construit le problème à la charte des partis politiques et au code électoral, c'est, comme disait Fidel Kinkan déjà, ne pas poser un bon diagnostic. Et déjà, tout est faussé. Lorsque vous posez un diagnostic qui n'est pas juste, pour recommander des remèdes qu'on va ingurgiter, mais on sera surpris à la fin de constater que nous n'avons pas évolué. Le mal restera là, ira en s'aggravant. Pour le président de la République, qui a choisi ces points
à l'ordre du jour, est-ce qu'il est dans la logique de rappeler les acteurs politiques? Moi, je ne pense pas. Et pour moi, il peut même se passer d'un autre round de dialogue si tant est qu'on trouverait ça nécessaire. Il n'est pas sans savoir les actes forts qu'il doit poser aujourd'hui pour que sans même la participation de partis politiques, sans même l'intervention d'une société civile, qui ait un bon qu'en face, je ne parlerai pas de pas, de bon. Le premier, c'est d'abord le respect de l'état de droit dans lequel nous sommes. Quand vous, en tant que gouvernement, vous, patron de l'administration, vous qui détenez la politique judiciaire de notre pays, vous décidez d'enclencher des poursuites contre quelqu'un et que la personne, parce qu'elle est en face d'un plus fort, doit se soumettre à la loi du plus fort, parce que ce plus fort a tout ce qu'il y a comme levier au niveau de la justice en sa possession. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne doit pas. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, qui sont détenus, dont on réclame la libération, qu'est-ce qu'ils ont fait de façon concrète? Est-ce qu'ils sont détenus dans les règles que prévoient les tests de notre pays? Les spécialistes de la question interviennent parfois et nous font savoir que ce n'est pas le cas. Et vous pensez qu'on puisse faire tout ça, respecter les droits de ces personnes-là, sans retoucher les textes? Est-ce que c'est à cause des tests que c'est vrai que oui, dans le code pénal, on parle d'attroupement et tout et tout. Mais même en cas d'attroupement, on a écouté des avocats ici qui ont dit que ces personnes qui ont été interpellées doivent être gardées. En tout cas, il y a un temps pour lequel on doit les garder. Et passer ce temps, il n'y a plus de raison fondamentale pour les garder. On doit pouvoir les relâcher, quitte à les mettre sous convocation pour qu'elles continuent de comparaître. Ne pas le faire, c'est vouloir nous réintroduire, comme je le dis souvent, à l'état de nature, nous amener dans la jungle où c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. Je pense que le président de la République, sans même recourir à un dialogue, en faisant ce geste-là, à ce que ceux qui seraient détenus de façon arbitraire soient relâchés, c'est déjà un pas. L'autre pas qu'il pourrait faire, pour l'apaisement des gens demandent le retour des exilés politiques, il peut favoriser cela, sans même consulter des partis politiques ou un collège spécifique en la matière. Donc pour moi, le président de la République sait ce qu'il faudra faire pour qu'on évolue. Convoquer un dialogue, encore que c'est sous cette forme-là qui est décriée, c'est ne pas vouloir voir là où ça fait mal, là où se trouve le mal, et c'est tourner, comme on le dirait, autour du pot. On restera là, on se rendra compte que oui, on est sorti du palais des congrès avec des recommandations, des résolutions qui seront transmises demain, mais que ces mêmes résolutions, pour ceux qui se sont réunis, on va devoir les introduire au Parlement. Je trouve que ce n'est pas logique ou ce n'est pas cohérent quand vous contestez un Parlement et vous vous retrouvez pour quand même faire des propositions que ce Parlement va prendre en compte. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent de leur part s'ils vont au palais des congrès pour contester l'actuelle législature. On n'aurait pas évolué. Et comme je le disais par ailleurs ce matin, je trouve que le président de la République avait besoin d'une caution avant de retoucher aux textes qui sont à l'Assemblée nationale parce que nous allons aux élections. On sait qu'en l'état, si on introduit un projet de loi ou on prend une proposition à l'Assemblée nationale pour retoucher au code électoral ou à la charte des partis politiques, on dira au finish que c'est un Parlement monocolore qui a touché à ces textes-là. Et pour essayer est-ce qu'il faut dire non, je ne voudrais pas tromper la vigilance de l'opinion publique, on appelle d'autres partis politiques qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Comme ça, en allant à l'Assemblée, on dira que ce n'est plus l'initiative du bloc républicain et de l'Union progressiste. La caution de ces partis-là. Pour chercher la caution de ces partis, on dira que c'est ce que l'ensemble des partis politiques a retenu et non ce que l'Union progressiste et le bloc républicain ont retenu. Fidèle Kikan, si on vous avait demandé d'amender cet ordre du jour, puisque c'est un peu ce que vous proposez, qu'est-ce qui a été oublié? Qu'est-ce qu'on aurait dû ajouter? Je trouve un piège dans votre question. Je vous dirais plutôt... C'était pas mon intention. Oui, je comprends bien. Je vous dirais plutôt, ces genres d'activités post-crise s'inscrivent souvent dans deux couples d'expressions qui nous sont familières. Soit on parle de vérité et réconciliation, ou on parle de justice et paix. Et Saturnin l'avait embranché tout à l'heure. Il y a eu du tort qui a été fait à des gens. Il y a des torts qui peuvent être corrigés, il y a des torts qui ne peuvent plus être corrigés. Des personnes qui ont perdu leur vie ont perdu leur vie. Ceux qui ont perdu du matériel ont perdu du matériel. Ceux qui ont fait pour la première fois l'expérience totalement injuste de la prison, ça va les marquer à vie. Et même sur cette situation, on ne connaît que ce qu'on en connaît. On a demandé à l'État, qui est le plus fort d'entre nous, et qui a l'obligation de nous protéger, de dire ce qui s'est passé courant les élections, donc avant, pendant et après, au moins jusqu'à juin, les événements de Tchao et consorts, dites-nous ce qui s'est passé.
Aujourd'hui, où se trouve le point? Parce que il faut déjà commencer, je ne sais pas, plusieurs artistes traditionnels disent, quand vous me piétinez, et vous ne recommencez pas déjà à reconnaître le fait que vous m'avez piétiné, comment est-ce que vous déclenchez le pardon en moi? Ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Maintenant, quand on se met dans l'état de droit, l'État a cette obligation de nous dire ce qui s'est passé. Ne pas faire cet état de lieu assez transparent ne nous met pas dans un contexte de vérité et réconciliation, ni de justice et paix. Et donc, à partir de ce moment, nous avons tous les atouts, nous avons tous les éléments pour pouvoir développer à souhait les ordres du jour dans une pareille rencontre dont le premier niveau commence par qui sont ceux qui doivent être autour de la table, qui sont ceux qui sont concernés, qui sont ceux qui ont été infectés, affectés par la crise. Et là, malheureusement, pour cette première partie, on ne retrouve pas tous ceux qui sont concernés. Oui, mais le chef de l'État, s'il n'était pas obligé de convoquer le dialogue, il n'était pas... on n'avait non plus rien pour le contraindre à cela. Je pense que vous méconnaissez notre Constitution. Ah oui? Amnesty International, la position d'Amnesty International depuis la crise a été de dire le chef de l'État avait tous les leviers en main et la Constitution lui avait donné tous les leviers en main pour éviter ce qui se passe. Donc il avait les leviers en main pour évoquer certains articles spécifiques de la Constitution que je ne vais pas évoquer ici parce qu'on a eu à l'évoquer. Il a pris finalement cette initiative. C'est vrai qu'avant cette initiative de dialogue politique, il avait pris d'autres initiatives qui n'ont véritablement pas marché. Et je pense que l'entourage du chef de l'État devrait pouvoir l'aider à tirer suffisamment de leçons de pourquoi est-ce que les rencontres avant la crise et pendant la crise et après la crise n'avaient pas marché. Et normalement, la synthèse de toutes ces leçons apprises aurait pu nous permettre aujourd'hui de ne pas avoir le spectacle que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire une sorte de bis repetita. Malheureusement, cette compréhension, parce que j'ai écouté le porte-parole du gouvernement, et ça m'a fait extrêmement mal, et ça aurait révolté tout défenseur des droits humains. Pour une crise aussi sérieuse, je pense qu'il faut éviter d'être tatillon sur les mots, dialogue politique, des différents de dialogue national, de ceci. C'est bien de le faire, mais aujourd'hui, nous sommes dans une crise nationale. Nous sommes dans une crise nationale. Et comme je le disais, le fait d'amender le code électoral, le fait d'amender la charte des partis politiques, le fait même de décider du système de financement des partis politiques, ne peut pas s'opérationnaliser en toute quiétude dans l'environnement, dans l'écosystème législatif que nous avons aujourd'hui. Je vous en donne quelques exemples. Un parti politique, pour s'exprimer, a besoin à un moment donné de descendre dans la rue, d'organiser certaines activités de masse. Vous pensez qu'on aurait pu le faire en toute légalité avec le code pénal actuel, qui est totalement imprévisible sur ce qu'on appelle rassemblement, attroupement non armé ou attroupement armé. Les activistes politiques, à un moment donné, parce qu'il va y avoir forcément une opposition et une mouvance, on est en démocratie, vont devoir utiliser toutes les voies en leur possession pour pouvoir s'exprimer. Toutes les voies démocratiques. Et s'ils décidaient par exemple de s'exprimer sur les réseaux sociaux, le code numérique actuel, vous pensez qu'il ne les rattraperait pas? Les incidences de la loi sur le renseignement, etc., etc. La loi de grève, parce que quand l'opposition veut faire la pression sur le gouvernement, peut faire des alliances stratégiques avec notamment les organisations syndicales. Mais aujourd'hui, les organisations syndicales sont totalement affaiblies. La presse est totalement affaiblie. Et donc, tout cet écosystème législatif, si on le laisse en l'état et qu'on sort que ces deux lois, depuis le 20 mai où le chef de l'État a promis cela, nous sommes montés au créneau pour dire il y a un danger à cela. Et le danger est même déjà dans la fin du speech du chef de l'État en date du 20 mai. Quand il dit la liberté, chacun a le droit de s'exprimer, mais est responsable de je sais pas quoi. Ce qui sortira de sa bouche. Oui, mais vous pensez aujourd'hui qu'avec ces lois que je viens de citer, est-ce que vous avez véritablement, disons, les coudées franches pour vous exprimer?
Est-ce que vous avez véritablement des coudées franches pour être un activiste politique en temps plein sans que, au bon vouloir, je dis sciemment au bon vouloir parce que quand vous regardez les articles de ces différentes lois, ils sont du moins imprévisibles. C'est-à-dire, ils sont souvent d'interprétation assez large. Et nous le voyons aujourd'hui par rapport à ceux qui ont été arbitrairement arrêtés. Vous avez des gens qui passent d'un chef d'accusation à un autre selon l'interprétation que le juge donne du même texte que nous tous nous avons sous la main. Donc, le problème principal, on ne peut pas extirper dans un problème aussi complexe, on ne peut pas extirper deux lois et penser qu'on va vers une paix ou une réconciliation. Ce n'est pas possible. C'est du moins, on a senti que ce n'est pas l'objectif du chef de l'État en convoquant le dialogue politique. Et c'est là où nous disons que le diagnostic est mal fait et donc il faudra poursuivre le diagnostic. Sur le côté social, les lois ont mis toute leur pagaille, mais les premières frustrations, il ne faut jamais l'oublier, ont commencé par le social. On commençait par une mauvaise appréciation que le gouvernement a eue du cycle de l'économie informelle. J'ai plaisir à démontrer quelque chose. Vous savez, l'économie informelle, pour ces personnes qui ont été déguerpies, là, souvent nos mamans et nos frères et autres vont faire les prêts autour d'octobre, novembre, vont acheter des marchandises pour vendre en décembre, et le reste de ces marchandises sont vendues pour les fêtes de Pâques, et c'est à partir des fêtes de Pâques qu'ils commencent à rembourser. Si simplement sur la politique sociale de l'État, ne serait-ce que cette réalité qui est de chez nous était comprise, on aurait organisé autrement les déguerpissements. Donc, cette frustration est restée. Les personnes que nous avons appelées les sinistrés de la route. Oui, il y a de belles routes qui sont en train d'être construites dans le pays. Nous en avons besoin, ça c'est sûr. Mais la constitution de notre pays dit en matière d'expropriation, c'est après juste et préalable dédommagement. Ces personnes sont frustrées. Les personnes qui ont perdu leur emploi à raison ou à tort sont frustrées, etc., etc. Encore que le contenu social de l'arche jusqu'à présent nous est tout à fait flou. Et donc, ce gouvernement est perçu. Et nous, acteurs de la société civile, nous sommes montés plusieurs fois au créneau à dire que le gouvernement est perçu comme un gouvernement antisocial. Et donc, toutes ces frustrations forment une base qu'aucune entente politique ne peut durablement régler. Donc, si le dialogue n'est que politique, avec les acteurs que nous avons là, déjà à moitié, dans cet environnement législatif très complexe et peu touché, et sur la base de tout le désordre social que je viens d'exprimer, et sur lequel il n'y a pas, du moins à moyen terme, une perspective heureuse, comment est-ce que vous voulez véritablement qu'on sorte? Eh bien, Alphonse Soudé, c'est ainsi l'exposé donc, de Fidèle Kékin. Est-ce que, fait de cette manière, il ne nous ramène pas, n'est-ce pas, la conférence nationale aux assises que le gouvernement ne veut pas, en tout cas, selon son porte-parole, vous l'avez écouté il y a quelques jours? Oui, vous savez ce qui va se passer. Les conclusions de ce dialogue risquent de mettre en mal un certain nombre de réformes du chef de l'État. Les conclusions de ce dialogue risquent même à l'État. Oui, parce que on a parlé d'apaisement social. Comme on dit, c'est un fourre-tout. Il y aura des détails. La criette, machin, ça fait partie des réformes du chef de l'État. Oui. La criette fait partie des réformes judiciaires du chef de l'État. Et on pourrait demander qu'on touche à la loi organique ou bien à la loi qui a créé la criette. Il y a tout ça. Donc, certaines conclusions pourraient mettre à mal les réformes fondamentales du chef de l'État. Et c'est là qu'on est obligé. C'est vrai que si les hommes politiques s'entendent et qu'au niveau de la base, il y a toujours la frustration, et ça, je ne dis rien de mauvais quand je dis même au niveau des réformes de la police, il y a frustration. La loi qui instaure la police républicaine, il y a frustration. Les gendarmes et les policiers ne sont pas d'accord. Et ça aussi, cela vit dans la société. Donc, il y a que à la fin de ce dialogue, le chef de l'État va se rendre compte que il faut passer en revue un certain nombre de réformes. Il faut leur donner un visage plus humain, un visage plus social. Et ce qu'on a craint
l'exercice pédagogique fait par le ministre, c'est là que ça va tomber. Là, vous voulez dire. Oui, ça va tomber. Parce que la politique se pratique où? Dans une société. Et la politique, ce n'est pas ce qui se fait. On dit la politique, c'est là de gérer la cité. Et qui sont ceux qui vivent dans la cité? Ce sont des hommes qui vivent dans la cité. Et les lois que l'on vote dans la cité, c'est pour organiser la société, pas pour brimer la société. Donc, certaines conclusions vont nous amener à toucher à des lois. On sera obligé forcément de toucher même au code pénal. Même au code pénal, où on a pris un certain nombre de décisions. On dit que il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Nous sommes dans la société. Il faut revoir. Donc, en l'état, qu'on appelle le fondement même des réformes, ça va poser problème. Ça va poser problème. Est-ce que le chef de l'État et son équipe sont disposés à mettre en application? Parce que dans les conclusions, forcément, on va parler. On ne peut plus retourner ces lois-là avec ce Parlement-là. Ce n'est pas possible. Ce Parlement qui est mis en cause ne peut plus faire une certaine relecture d'un certain nombre de textes. Ce n'est pas possible. Donc, il faut régler les problèmes. Réconciliation et vérité, ça c'est capital. C'est capital. Parce que nous avons dit ici, et on l'a répété à Vérité et réconciliation. Vérité et réconciliation, justice et paix. On a dit, il faut qu'on nous dise, et moi je tiens à cela, qui a donné l'ordre pour qu'on tire sur nos compatriotes? Qui a donné l'ordre? On veut le savoir. Il y a eu au total combien de décès? Il faut qu'on nous le dise. Qui c'est qui a envoyé les militaires à Tchaoua Savait? Il faut qu'on nous le dise. Parce que si on ne situe pas les responsabilités, certains penseront que la prochaine fois, on peut répéter les mêmes actes. C'est ça aussi. Parce que on a dit dialogue politique pour régler une crise politique. Et je disais la dernière fois, quelles sont les causes de cette crise politique? Il faut que, à la fin, qu'on puisse apaiser tout le monde. C'est important que des gens reviennent dans leur pays. Et c'est important que la justice joue désormais son rôle. Parce que, on dit, quelqu'un a été condamné, il interjette appel. On sait là où il se retrouve. On sait là où il se retrouve. Donc, il y a un certain nombre de lois qu'il faut forcément corriger si on veut parler réellement d'apaisement social. Il faut faire des dédommagements. Il y a des déguerpis qui continuent de payer les conséquences. Parce qu'il y a des gens qui ont consenti des prêts auprès des sociétés de microfinance. Voilà que l'activité ne marche plus. Ce n'est pas ça. On va vous traîner devant peut-être les commissariats, peut-être devant les tribunaux pour rembourser ce que vous avez pris. Il y a de l'amertume. C'est vrai que les hommes politiques, la plupart sont des intellectuels, mais la basse classe, quand on tient compte du vote, on en dit 12%, les 80 et quelques qui restent là, c'est déjà frustré. Il faut les régler. Donc, qu'on le veuille ou non, il y aura plusieurs étapes. Et ça va remettre en cause tout le fondement des réformes. Et là, je crains que, le propriétaire, l'auteur des réformes ne soit pas d'accord avec un certain nombre de conclusions. Eh bien, comme si le chef de l'État ne voulait que rien lui échappe, en tout cas à travers ce dialogue politique. Vous avez entendu notre envoyé spécial hier, Saturné Diosso. Eh bien, il a tout encadré, tout cadré. Pas autre point à l'ordre du jour que, oui, entre autres textes à examiner, eh bien, les deux textes qui ont posé de problèmes pour les législatives. C'est en cela que je ne suis pas d'accord avec Alphonse Moïse quand il dit que les conclusions de ce rendez-vous de dialogue pourrait remettre en cause certaines réformes du président de la République. Je ne suis pas d'accord avec lui, parce que le président de la République, c'est lui qui vous a appelé. Vous êtes arrivé. Avant même que vous répondiez à son appel, il vous a dit « Je vous appelle pour ceci et pour cela ». Certains ont dit « Bon, c'est pourquoi vous nous appelez, nous, avant d'aborder ça, c'est ça qu'on appelle préalable, parce que nous n'oublions jamais, nous avons des préalables. Avant que nous arrivions, vous devriez pouvoir nous donner satisfaction à ceci ou à cela. » À défaut d'obtenir ça avant, ils se disent, bon, on se présente dans la salle pour nous faire entendre le jour-là.
Il arrive, le protocole était clair, c'est en cela que moi je dis, ceux qui avaient été arrivés en retard hier, on dit qu'ils avaient prévu faire une déclaration après le discours du président de la République. Je ne sais pas comment le protocole l'avait prévu, si le protocole prévoyait cette intervention pour qu'ils disent... On n'est pas à l'Assemblée en tout cas. On n'est pas à l'Assemblée pour qu'on dise, bon, on veut prendre la parole, le président de la République, le président de l'Assemblée va dire, bon, allez. Pas de déclaration. pas de déclaration. Donc ça, c'est jouer avec l'opinion publique que dire ça. Donc, on arrive, priorité à l'achat des partis politiques, au code électoral. Le discours s'est appesanti là-dessus. Mais attention, le président a dit des propositions responsables. Il a dit. Qui apprécie la responsabilité, la pertinence des points qui seront proposés, qui seront évoqués? Mais c'est encore lui. Il peut dire, ça, je veux, ça, je ne veux pas. Et c'est ce qu'il veut qu'il mettra en pratique. Ce qu'il ne veut pas, il ne mettra pas en pratique. Et ça passe déjà par les points abordés. Pour moi, c'est comme apaiser ceux qui ont porté d'autres points qu'ils avaient appelés points des préalables à ce dialogue, qu'on a fini par les inscrire à l'ordre du jour, à cet autre ordre du jour qui est né après le départ du président de la République. Et moi, je me dis toujours que c'est pour les apaiser qu'on n'a pas voulu dire, discussion autour de l'achat des partis politiques, 2, discussion autour du code électoral, 3, divers. Ils n'ont pas voulu mettre apaisement, les mesures d'apaisement, dans le bazar de divers. Parce que dit que... Un ordre du jour, quelle que soit la rencontre, un ordre du jour se discute, s'amende. Mais l'ordre du jour n'a pas été discuté. Celui qui vous a appelé n'a pas discuté avec vous avant de retenir son ordre du jour. Il vous le propose, mais ce n'est pas que c'est automatique. Ce n'est pas de la proposition ce que Patrice Talon a fait. Il a discuté, il a retenu ses points. Il a dit c'est autour de ci et de ça que je vous invite. Il a fait écouter son discours, il n'a abordé que ça. Il les a invités à ne pas vider tous ces tests de l'essentiel. Et l'essentiel, vous le savez, représentation au plan national, tout le reste, article 242, je crois, 10% et tout ça là, ça va rester et tout le reste. De toute façon, lui, il a fait son discours, il est parti. Il y a un autre ordre du jour qui est né avec, je peux dire, amendement à l'ordre du jour du président de la République. Et vous voyez, dans la hiérarchie des points, premier point là, c'est les premiers points sont les points que le chef de l'État a appelés. Même renforcement du système partisan, je peux dire que ça rejoint la charte des partis politiques, le financement des partis politiques. Et on a dit en point 4 ou en point 5, selon ce qu'on m'a dit aujourd'hui, mesure d'apaisement. Et c'est le dernier. On sait que c'est ça. Et ce n'était pas prévu dans l'ordre du jour du chef de l'État. C'est pas prévu dans l'ordre du jour du chef de l'État. Quand vous aurez transmis votre rapport au président de la République, celui qui vous a appelé, c'est ce pourquoi il vous a appelé, il se contente de ce pourquoi il vous a appelé, le reste, il dépose ça là. Vous n'allez pas le convoquer pour que ce soit. Vous aurez été présent. Vous aurez amendé ces points. Les propositions auront été transmises à l'Assemblée nationale pour dire, chef des partis, code électoral. Voici ce qui a été décidé à la rencontre avec 9 partis politiques. Maintenant, nous 2 qui sommes à l'Assemblée nationale, là, allons-y là-dessus. Plus tard, on ira à l'opinion publique. Ce n'est pas nous seuls qui avons décidé. On a beau être 2 ici, mais c'est 9, bon, sinon 8 qui se sont retrouvés là-bas, qui ont décidé de cela. Le président de la République, c'est ce qu'il est en train de faire. Moi, je le dis encore une fois. Mesure d'apaisement, ne vous attendez pas, en tout cas. Si ceux qui sont allés au palais des congrès s'attendent à ce que Patrice Talon en tient compte, c'est comme on le dit chez nous. Vous avez fini de parler, donc on cause. Mais qu'est-ce qui l'a motivé à convoquer le dialogue alors? Il vous a dit que c'est politique. Pour moi, est-ce que vous pensez que des questions de liberté, pour ceux qui parlent de mesures d'apaisement, est-ce qu'ils pensent que c'était des points qui étaient leur apanage? Ce n'est pas de l'apanage des partis politiques de parler de la liberté des individus qui sont en prison. Partis politiques, parce que oui, vous pouvez être appelé, vous pouvez, si vous le voulez, vous engager dans les compétitions électorales à venir. Et quand on dit élection, on dit quoi? On dit quoi, le code électoral? On dit ça des partis politiques. Donc, c'est ce pourquoi on a appelé que des partis politiques. Patrice Talon ne va pas appeler les partis politiques pour venir parler de la libération des prisonniers, le retour des exilés. En quoi? On va lui demander de mais ceux-là font partie d'un certain nombre de partis politiques. Ils font partie de... Qu'est-ce que Patrice Talon leur reproche? Il ne les prend pas parce qu'ils sont dans des partis politiques. Il y a des points qui sont soulevés contre eux. Sébastien Germain Adjavon, on lui reproche ceci. Komi Kouché, on lui reproche ceci. Valentin Agassou-Dianonté, on lui reproche ceci. Indépendamment de leur parti politique. Et c'est sur ce terrain que le chef de l'État va. Justice, il faut laisser la justice faire son travail.
Et puis les partis politiques, vous aussi, vous faites votre travail. On évolue. Fidel Kekan, vous êtes en train là de faire connaître vos observations sur le dialogue, faire connaître votre point de vue, mais après cela, qu'est-ce que vous faites? Non, déjà, je voudrais rebondir sur l'intervention de Saturnin en disant nous n'avons pas intérêt à être pessimistes. Nous avons tout à gagner à être optimistes. Et moi, je pense que même si voilà, le chef de l'État parle de quinte de tout à résonance inhabituelle, c'est plus que ça. C'est plus que ça pour ce qui concerne notre démocratie. Pour ce qui concerne notre démocratie, mais je pense qu'il y a encore des fondamentaux qui nous obligent tous, notamment notre constitution. Et dans notre constitution, le chef de l'État est perçu comme le père de la nation. Et nous sommes toujours dans un régime qui ambitionne d'être dans le multipartisme intégral. À partir de tout ceci, et le pouvoir reste toujours au peuple, à partir de tout ceci, bon, je pense que, comme on le connaît à toutes les réunions qui sont organisées, je préjuge que le chef de l'État sera ouvert à l'amendement, aux divers amendements qui circulent sur le projet d'ordre du jour qu'il a soumis à ceux qu'il a invités, et qu'il sera dans une certaine mesure flexible à voir la situation en face. Parce que, comme je le dis, c'est peut-être là où il y aura, disons, de l'incertitude, parce qu'on est déjà en train de rentrer dans une période préélectorale, en tout cas si nos pratiques électorales doivent continuer. Et donc c'est pour dire, en tant qu'acteurs de la société civile, nous tous, on a intérêt à ne pas perdre espoir et à croire que le chef de l'État reste le père de la nation et garant de notre démocratie. Le second point que je voudrais donner, c'est par rapport aux réformes engagées par le chef de l'État. Je pense qu'il ne faut pas nous amuser à nous faire peur nous-mêmes. Les réformes, certaines réformes sont intelligentes et sont très bonnes. Pour la plupart d'ailleurs. Il s'est fait que, comme aussi les lois qu'on est en train d'écrire aujourd'hui, avoir un code pénal, c'est la chose la meilleure. Avoir un code du numérique, c'est ce qu'on a toujours souhaité. Seulement, dans la construction de ces différents tests, il y a eu certainement des omissions qui nous rendent aujourd'hui la vie difficile, en tout cas qui apparaissent comme contradictoires à ce que nous avons dit que nous sommes, c'est-à-dire un État de droit, un État démocratique. Donc, je crois que le chef de l'État ne devait pas voir les critiques ou les amendements qui sont proposés à ces différents éléments comme des menaces fondamentales à son programme d'action et à ses réformes. C'est vrai qu'il a martelé à toutes ces sorties que sur le système partisan, c'est l'un des piliers de ces réformes et qui ne reculerait pas. Mais je pense qu'à l'épreuve aujourd'hui, et au nombre d'arrestations, au nombre de personnes blessées, au nombre de familles et de personnes endeuillées aujourd'hui, notamment des jeunes gens qui ont perdu la vie dans cette histoire, je pense qu'un père de la nation, je continue à croire qu'un père de nation va pouvoir se regarder et retoucher à ces réformes, s'il le faut. Donc, sans sentir que c'est une contrainte. De toutes les façons, nous avons opté pour le vivre ensemble, pour la garantie des libertés individuelles et collectives. Et les lois qui sont là aujourd'hui, nous avons toujours crié haut et fort, et on l'a reconnu encore ici, et on le reconnaîtra toujours, ces lois sont liberticides pour la plupart. Et à partir de ce moment, il faudra forcément trouver le moyen, tous ensemble, de pouvoir les toucher. Donc, je vous repose la question, Fidel Kekan. Le dialogue s'arrête ce samedi sans prendre en compte les aspects que vous avez soulignés. Qu'est-ce que vous faites après? Non, nous, en fait, on n'a pas attendu le dialogue pour commencer à faire notre travail et pour continuer à dénoncer et surtout à proposer des alternatives. Il y a aujourd'hui plusieurs, au niveau de la société civile de défense des droits de l'homme, il y a plusieurs commissions qui sont en train de travailler pour les lois sur lesquelles on n'avait pas proposé d'alternatives. Sur le code pénal, par exemple, nous avions proposé d'alternatives dûment introduites aux institutions compétentes. Sur certaines autres lois, on n'a pas encore proposé d'alternatives. On est en train de travailler sur ces tests. Donc, nous pensons que sur les alternatives qui seront proposées, sur les éléments d'analyse qui seront proposés sur ces différents tests, que ce soit le Parlement qui est là, que ce soit les acteurs de l'exécutif, tous ceux-là seront obligés de nous écouter parce qu'aujourd'hui, le Bénin n'a pas encore renoncé aux conventions internationales sur lesquelles nous sommes partis. Et
enfin, je ne dirai pas cette nouvelle ici. Nous avons encore des ambitions internationales en matière de veille sur les droits humains. Nous avons vu des agents de l'État, des hauts fonctionnaires de l'État qui continuent de postuler à des grands postes par rapport au système mondial de protection des droits humains. Donc ce n'est pas le moment de reculer. Donc à partir de ce moment, nous sommes confiants que même si, et on n'attend pas grand-chose non plus de ce dialogue, même si ce dialogue-là, on n'attend pas que ce dialogue règle dans le fond le problème. Donc, après ce dialogue, comme on a dit notre position, après ce dialogue, il va y avoir forcément d'autres dialogues, il va y avoir forcément d'autres instances, et nous aurons toujours des moyens de faire passer, de nous faire écouter enfin. Vous avez fait savoir tantôt qu'entre autres faiblesses dans le pays aujourd'hui, il y a le syndicalisme qui n'existe plus, en tout cas non plus les coups de franche pour agir, mais on peut dire la même chose de la société civile, n'est-ce pas, une faiblesse? Vous êtes l'une des ombres qui bouge encore dans cette société civile qui existe à peine, dirait l'autre. Je ne voudrais pas répéter les mots savamment trouvés du chef du président de l'Assemblée nationale il y a quelques années quand il souhaitait les vœux au président de la République. Ces mots s'appliquent aujourd'hui, disons, à notre contexte d'acteurs de la société civile. Franchement, nous avons été décapités, nous avons connu un grand choc. Pourquoi? Parce que pour ceux qui observent et qui connaissent les pratiques de comment est-ce que la société civile béninoise a toujours évolué pour mériter ce titre de société civile avant-gardiste de l'Afrique de l'Ouest ou d'une partie de l'Afrique du moins, c'est que c'est une société civile qui a toujours travaillé en tandem avec les associations estudiantines, avec la presse et avec les centrales syndicales. Mais comme si c'était un plan, et nous gageons que ce n'était pas un plan, mais les premières décisions du chef de l'État quand il est arrivé en octobre 2016, c'est les associations estudiantines. En novembre, c'est la presse. Et puis un peu plus tard, c'est c'est les associations, c'est les centrales syndicales. Sans compter que tous les acteurs de la société civile, de la vieille garde, qui avaient soutenu le gouvernement, se retrouvent aujourd'hui au niveau du gouvernement. Après soutenir le gouvernement. Qui avaient soutenu... et qui soutiennent le gouvernement actuel. Oui, se retrouvent à l'intérieur. Donc, il faut donner du temps pour que la nouvelle relève qui est en train de se mettre en place retrouve ses chemins. Malheureusement, c'est dans ce... Qu'il ne s'est pas senti l'odeur à l'échange également de l'argent? Non, je pense aussi que ça serait de l'insulte aux Béninois, aux hommes qui ont décidé de travailler dans la société civile, que de dire que tout le monde est sensible à l'odeur de l'argent. Vous partagez le diagnostic au moins? Oui, le diagnostic est clair par rapport à ça. Vous voyez, on n'est plus surpris aujourd'hui quand vous faites une certaine sortie que ce soit vos propres confrères de la société civile qui se dressent sur votre chemin, qui vous attaquent. Ah ouais. Oui, donc on en est arrivé là, mais en fait, pour toutes les luttes sociales, pour toutes les défenses des intérêts sociaux, en fait, le nombre n'a jamais été un adjuvant. C'est la qualité des personnes et la capacité de ces personnes-là à se faire entendre et à se faire entendre de façon professionnelle et de façon adéquate. Et je pense que nous avons accusé le coup et pour le noyau qui reste, on est très optimiste sur ce que nous sommes en train de faire et les résultats que cela va produire. Ce n'était pas prévu, mais je vous poserai la question. Dame Prudence, préparez-vous tout à l'heure à répondre. Oui, Alphonse, veuillez souligner. Non, moi je crois que le chef de l'État a pris conscience de la situation parce que dans un pays où il y a crise politique, il est difficile qu'on parle de développement. Il est très difficile qu'on parle de développement. Et tout le monde sait que depuis qu'il y a cette crise-là, que tout évolue au ralenti. Et en convoquant ce dialogue, c'est parce que le chef de l'État, pour emprunter l'expression de Saturne Dessous, veut de la caution des hommes politiques. Il ne veut pas qu'on dise après que c'est l'exécutif, celui qui est resté au palais de la Marina pour proposer. Non. Maintenant, il a voulu écouter les uns et les autres. Et je dis, il faudrait qu'on prenne en compte les conclusions de la rencontre. Sinon, certaines personnes parleraient à bon droit d'un marché de dupes. Certaines personnes parleront à bon droit
d'un marché de dupes, c'est que vous connaissiez déjà les conclusions de la rencontre avant de nous y convier. Donc, moi, je suis très heureux déjà qu'au niveau de l'ordre du jour, qu'on ait introduit des points. Parce que si je vais à une grande rencontre comme cela et que j'accepte sans mots, j'accepte intégralement l'ordre du jour qui m'est proposé, nom de Dieu, c'est insulter l'intelligence d'un certain nombre de personnes. Donc, les gens se sont retrouvés. C'est vrai que quand nous prenons la conférence nationale, quand nos aînés y allaient, ce n'était pas évident qu'ils aboutissent à ces conclusions-là. À un moment donné, on a dû recourir au chef de l'État pour dire quelle est notre marge de manœuvre. On les a rassurés. Donc, ce n'était pas l'idée initiale qu'on a eue à la fin. Il y a eu des modifications. Et je sens que nous aurons droit à la même chose. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État sait que ça va mal. Et le chef de l'État sait que pour rejoindre le Conseil des Nations, nous devons faire un certain nombre de recadrages. Sinon, le Bénin va se retrouver en autarcie. Le Bénin sera... il ne revient pas à un ministre togolais de nous faire la leçon de morale. Attention, moi j'ai dit que c'est une insulte à l'intelligence béninoise. Et un ministre togolais ne peut pas nous faire la morale. C'est pas possible. Non. Et c'est parce que nous avons ouvert le chemin que, bon, ici engouffré pour vouloir nous faire la morale. Attention. Donc il faudrait qu'on retrouve notre chemin de Damas, comme dirait l'autre. Il faudrait que chacun avale son orgueil et que l'on pense à l'intérêt supérieur de la nation. On n'a pas intérêt à dire, bon, une rencontre de plus, si on savait. Non, il faudrait que le chef... Moi, je suis déjà heureux parce qu'on avait fait le débat ici. On a dit, le chef de l'État, pour donner de la crédibilité à ce dialogue, n'avait pas besoin d'assister au dialogue. Certainement qu'il nous a entendus. Il a pris de recul. Il est assis tranquillement au palais. Il attend qu'à la fin, qu'on lui rende compte de ce qui se fait. Et ceux qui sont allés là-bas, j'ai un peu suivi des extraits. Je vois les débats, ça bouge. Ça bouge. Donc, on ne peut pas inviter des gens à réfléchir pendant des heures, à dépenser l'argent du contribuable béninois et qu'à la fin de cette rencontre, qu'on ne prenne pas la peine de mettre en application les recommandations. C'est là que beaucoup de Béninois seront davantage déçus et cela pourrait éventuellement crisper la situation socio et politique. Donc, le chef de l'État, je sais qu'avec son équipe, il a pris conscience qu'il faut désormais associer tout le monde. Il faut désormais finir avec la crise politique. Il faut désormais penser développement. Parce que la crise sociopolitique empêche le développement. Oui, Saturnin Diosso, on a quand même fait un pas, non, avec ce dialogue? Oui, un pas. Mais n'oubliez pas, ceux qui ont été réunis, leur avis est consultatif. Ça ne s'impose pas au président de la République. Je ne suis pas d'accord que ça soit consultatif. Mais c'est sûr, ça on s'est entendu dès le départ. Je peux être à sa place, être stratégique. Vous dites qu'il s'est retiré, oui. Patrice Talon est au palais de la Marina, ne participe pas aux discussions. Mais il y a le bloc républicain, il y a le bloc progressiste. Vous collez toujours à votre pessimisme? Non, ce n'est pas du pessimisme, je fais de l'analyse. Ce n'est pas du pessimisme. Je suis dans de l'analyse. Je n'ai pas de parti que je prends à propos. Je fais de l'analyse. Patrice Talon est au palais de la Marina, mais il y a le bloc républicain, il y a l'Union progressiste, qui sont au dialogue et qui assistent au dialogue. À sa place, si je veux être stratégique, je prends les recommandations de ce dialogue-là que j'introduis à l'Assemblée nationale. Ça ne s'impose pas à l'Assemblée nationale. Donc vous insinuez, quitte à elle, l'Assemblée... Quitte à l'Assemblée nationale de disposer, ce n'est pas une loi qu'on a votée au Palais des Congrès. Non, ce n'est pas une loi qu'on a votée au Palais des Congrès. Ce n'est pas une Assemblée constituante. C'est pas une assemblée. On a pris des recommandations qu'on pourrait introduire à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale en dispose. À la fin, il peut dégager son épingle du jeu pour dire, moi, j'ai prouvé ma bonne foi, j'ai introduit ce que vous avez demandé, mais c'est de là-bas, c'est sorti. Point final. Et pour ceux qui ont répondu présent, qui ont estimé qu'en répondant présent, ce qu'ils avaient comme préalable, qu'ils ont pu soumettre d'une manière ou d'une autre à ce dialogue, le président de la République seul est à sa place en mesure de leur donner raison d'avoir participé à ce dialogue et non de leur donner tort. Parce qu'au départ, à leur place, j'aurais peur. On m'a invité, bon, je prends un exemple comme ça, un peu trivial. Vous avez un deuil dans votre famille. La personne, vous ne l'avez même pas encore enterrée. Elle est à la morgue. Le chef de famille vous appelle pour la première réunion et vous dit, ordre du jour,
on va partager l'héritage, on va disposer, on va réfléchir sur comment on va se partager l'héritage de la personne. Et vous, quand vous avez appris ça, vous dites au chef de famille, moi je ne veux pas venir. En tout cas, si je veux venir, je souhaite qu'on parle d'abord du programme des obsèques. On va l'enterrer quand? On fait comment? Qui fait quoi? Et vous dites, bon, malgré ça, j'y vais quand même parce que je vais réussir à me faire entendre. Vous allez à la réunion, le chef de famille vous permet de quand même glisser ce point à l'ordre du jour, n'empêche qu'on parle de l'héritage. Vous vous retirez, à la fin, vous constatez qu'avant même que vous n'enterrez votre personne. Dans certains milieux au Bénin, ici, quand vous mourrez, on vend une partie de votre héritage pour vous enterrer. Ben, ça, c'est pour la nécessité de l'obsèque. On s'en vide du cimetière. C'est pas un endroit agréable. Alors, Dame Prudence, vous voyez, on ne sort pas tout à fait de la morgue. Malheureusement, moi qui suis abonné page Facebook Amnesty International Bénin, je suis tout le temps hanté par cette image, ça vous revient. Vous en avez fait votre bataille aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, c'est le dernier, disons, c'est la dernière pièce à conviction qui nous reste. Il y avait 2 corps qui sont confisqués. La première famille, on n'a pas vraiment su vite réagir. Elle est venue chercher son corps, elle l'a enterré. Je pense que jusqu'à présent... Non, on a libéré le corps. Oui, on leur a dit de venir chercher on a libéré. Bon, de toute façon, ils ont pris le corps, ils ont procédé à l'enterrement. C'est vrai qu'ils sont très remontés, ils veulent aussi intenter des actions. Heureusement que... C'était la première famille, ce sont des musulmans. Il y avait 3 Maccabées à la mort de Cotonou. Oui, il faut dire que cette famille, elle est complètement apeurée. Nous les avons vus dès les premières heures de mai, quand ils étaient venus à Cotonou et qu'on leur avait dit vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas toucher au corps. Ils ont pratiquement fui pour retourner à Parakou. Ils ont fait... En fait, ils avaient déjà fait l'enterrement. Ils ont procédé à l'enterrement traditionnel. Par substitution. Et donc, ce qu'ils étaient venus faire par ailleurs, c'était beaucoup plus, en fait... mais le problème, c'est qu'ils ont effacé les preuves. Aujourd'hui, nous avons la dernière preuve que nous avons. Et heureusement, nous essayons de lever la voix pour que, à défaut que la famille finisse de faire les préalables, parce qu'elle est malheureusement engluée dans les discussions familiales pour trouver qui va être le représentant légal avant de pouvoir avancer sur les actions judiciaires. Mais le procureur de la République peut s'auto-saisir du dossier. Et en fait, c'est l'un de nos objectifs. Crier fort, de dire au moins cette dernière pièce à conviction, gardez-la juste à ce que, pour qu'elle vous serve à faire l'enquête. Et Amnesty International est quoi dans sa société civile, comme on dit? Non, point du tout. Point du tout. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? C'est vrai que Dame Prudence fait partie des 4 premiers cas que nous avons documentés de A à Z. Et donc, dans ces conditions, les familles sont restées avec nous parce qu'elles ont signé avec nous un accord pouvant travailler sur le cas de membres de leur famille. Donc, on a effectivement un rapport de counseling régulier et quitte à elles de pouvoir suivre ou pas. Et donc, cette dernière pièce à conviction est très importante pour aider, et nous, acteurs de la société civile, pour aider notamment le gouvernement à qui nous avons demandé et à qui il revient en dernier ressort. Et je ne vois pas comment est-ce que le gouvernement va passer outre de nous dire réellement ce qui s'est passé, comme le disait un de vos collègues tout à l'heure, de dire qui est-ce qui a donné l'ordre, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce qu'on a pu tirer à balles réelles sur des manifestants a priori à main nue, et de cela remonter à toute l'enquête. Donc Dame Prudence n'est qu'une sorte de symbole qui représente toutes les victimes du premier, du 2 mai. Et vous pensez vraiment contrôler quelque chose, Fidel Keïta? La société civile n'a jamais contrôlé quoi que ce soit. La preuve est qu'on n'a pas de police, on n'a pas de territoire. Mais ce que nous contrôlons, c'est les décisions que l'État même a prises. Nous n'avons pas forcé l'État béninois à être membre des diverses conventions. Donc nous leur rappelons, nous, ce n'est pas à nous de protéger les droits humains, c'est à l'État de protéger les droits humains. Nous, on ne fait que défendre et promouvoir, et c'est notre rôle. Fidel Keïta, directeur Amnesty International Bénin, merci d'être... J'espère que vous avez signé la pétition sur Prudence. Si vous ne l'avez Internet, pas encore signé, il faut le faire. Dès les premières heures, il faut le faire. Je l'ai fait. Nous sommes déjà des milliers, des dizaines de milliers de signatures, donc ne vous laissez pas compter. Je l'ai fait faire. Je ne sais pas si je vais le dire, mais bon. Merci en tout cas à vous, Fidel Keïta. Merci aux amis auditeurs avec Edgar Yankadia, la technique.
C'est fini pour l'intégrale de cette semaine. À lundi prochain, vous retrouverez Ulrich Châtineau.